Merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat hebdomadaire. Aujourd'hui, nous nous posons cette question. Réseaux sociaux et ados sont-ils compatibles? Les écrans sont omniprésents dans notre quotidien. Nos adolescents les pratiquent aussi. Difficile de ne pas être branché sur un réseau social. C'est parfois pour cultiver leur passion, faire partie d'une communauté. Ça, c'est pour le positif. Le plus souvent, c'est aussi pour faire comme les autres, mais sans avoir toujours le discernement nécessaire. Certains peuvent se retrouver victimes de pratiques peu recommandables, cyberharcèlement, chantage jusqu'aux violences sexuelles. Alors, quels usages, quels risques, quelles précautions prendre? Autour de la table pour en débattre, j'accueille avec moi 4 invités. Enzo Conan, étudiant, vous êtes bien sûr utilisateur des réseaux sociaux. Cyril Di Palma, délégué général pour Génération Numérique, brigadier chef Bruno Monori, policier au commissariat de Poitiers. Bonjour. Et Sinclair Williams, psychologue au centre hospitalier Henri Laborie de Poitiers. Bienvenue à tous. Bonjour. Sentez-vous libre de débattre entre vous et merci beaucoup d'être avec nous. Et vous, derrière l'écran de votre télé, votre tablette, votre ordinateur ou votre téléphone, vous êtes les bienvenus pour commenter cette émission sur les réseaux sociaux de France 3 Nouvelle-Aquitaine. D'abord, une première question rapide à chacun. Quel réseau social pratiquez-vous et de quelle manière, Monsieur Monori? Principalement Facebook. On pourrait penser que c'est le réseau pour les personnes un peu plus âgées, on va dire ça comme ça. Mais j'ai aussi des comptes sur Insta, Twitter et TikTok. Pour quels usages? C'est pour suivre l'actualité? Pour suivre l'actualité, et en tant qu'intervenant, ça me permet aussi de voir un petit peu l'évolution des réseaux. Et les modes? Monsieur Di Palma? Un peu tous, à titre professionnel seulement. Vous êtes sûr? Non. Non. Alors moi j'utilise un peu tout, Instagram, Snapchat, Twitter, sauf Facebook, c'est un peu moins de ma génération, mais j'utilise vraiment tous les réseaux sociaux. Et pour quoi faire? Pour partager des conseils, pour même en tant qu'utilisateur, pour suivre la vie de mes amis, discuter, chatter avec un petit peu tout le monde et aussi donner des conseils et aider les lycéens et les jeunes. Oui, on y reviendra. Et vous, Monsieur Williams? Alors du coup, quasiment aucun. Facebook, j'y suis quasiment jamais. Et ensuite, plus Pinterest et YouTube, si on peut considérer ça comme un réseau social. Pourquoi? C'est une allergie? Pour protéger votre vie privée? C'est quoi votre... Non, c'est en fait souvent, plus jeune, je l'utilisais beaucoup, et puis un manque d'intérêt puisque tout va trop vite. Les informations que j'y ai, je peux les avoir sur d'autres réseaux ou d'autres sites. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout l'échange, et je trouve que l'échange par commentaire interposé est peu souvent intéressant ou constructif. Allez, on y reviendra. En ce moment, dans les cours de récré, la mode tourne autour de Squid Game. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais début septembre, un autre phénomène s'est répandu à grande vitesse grâce aux réseaux sociaux. Il s'agissait de se moquer des enfants nés en 2010 et qui font leur entrée en 6e. Lors d'une visite en Charente-Maritime, le ministre de l'Éducation en personne avait lancé une contre-offensive. Explication Valérie Prétot et Sébastien Poirier. Derrière le hashtag anti-2010, ce sont des vidéos comme celle-là qui stigmatisent des élèves de 6e. Certains ont réagi en Charente-Maritime. Il y a beaucoup qui insultent les 2010 de méchants, qui les insultent, qui les prennent de rageux. Ils disent qu'on n'est pas mature, mais je pense que c'est eux qui sont pas matures. La FCPE demande au gouvernement d'agir en urgence. Selon la représentante de Charente-Maritime, il faudrait une politique de protection de l'enfance sur les réseaux sociaux. On est fiers que la FCPE nationale s'en soit saisie et ça a permis de faire bouger les choses au niveau du ministère. Il y a une prise de conscience, mais c'est vrai que ces événements, ça dure depuis de nombreuses années et que ça s'amplifie et là on tire la sonnette d'alarme. C'est vraiment les parents qui doivent vraiment faire attention à leurs enfants et comme on les instruit à faire attention sur la route, à ne pas parler à des inconnus, etc. dans la vie réelle, faut qu'ils fassent pareil en fait dans la vie des réseaux sociaux et tout ça. Et quand c'est interdit aux moins de 13 ans ou aux moins de 16 ans, c'est qu'il y a une raison. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, en visite aujourd'hui en Charente-Maritime, veut prendre le contre-pied. Cette histoire de harcèlement des nouveaux élèves de 6e est stupide et on doit avoir le mouvement exactement inverse parce qu'en effet il faut bien accueillir les élèves de 6e quand ils arrivent. Il y a beaucoup de choses à faire pour leur bonne intégration. C'est toujours une année particulière, l'entrée en 6e, on découvre les nouvelles réalités du collège et c'est pourquoi on a lancé le hashtag et le mouvement Bienvenue au 2010. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place des numéros d'urgence en cas de harcèlement. Face à cette levée de bouclier, TikTok a décidé de supprimer le hashtag anti-2010. Monsieur Williams, c'est le bizutage 3.0 en fait?
Oui, si on peut parler comme ça. En fait, dans ce qu'on vient de voir ici, ce qui, moi, me saute aux yeux, c'est surtout cette volonté en fait d'identité. C'est en fait le fonctionnement identitaire que tout le monde a. On appartient à un groupe avec des codes et des identités particulières qu'on partage au sein de ce groupe-là. Et plus on partage des valeurs identiques, plus on se sent fort en tant qu'identité. Et donc l'individu aussi s'en ressort un peu plus grandi, si on peut parler comme ça. Et ensuite, il y a aussi le fait que c'est l'autre tenant, c'est plus on discrédite ceux qui ne font pas partie de notre groupe identitaire, plus notre groupe prend de l'importance. Donc on voit bien que dans cette distanciation entre les différentes générations, ça permet aux générations qui ne font pas partie des générations 2010 de discréditer, donc de se créditer eux, en fait. Avec l'effet de masse, comment apparaissent ces phénomènes? Comment est-ce qu'ils se propagent? Généralement par des conflits. Enfin, c'est forcément source de conflits et de frustration pour les élèves concernés, bien évidemment, puisqu'ils se sentent exclus. Et quand on est exclu, forcément, on se sent mal. Alors, quelques-uns réagissent de manière un petit peu plus violente, et d'autres se renferment sur eux-mêmes, et c'est là qu'on découvre que les enfants sont en souffrance. Enzo, vous avez vécu, votre arrivée en 6e, cette espèce de moment où on est montré du doigt. Aujourd'hui, ça a une ampleur particulière. Aujourd'hui, moi, à mon époque, en 6e, c'était le début des réseaux sociaux. Enfin, le phénomène n'avait pas encore vraiment pris autant d'importance. Et mon arrivée en 6e s'est plutôt bien passée. On n'avait pas tout ce problème-là de haine envers les 6e. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le phénomène a pris une importance quand même assez importante. Et c'est vrai qu'il est important de s'en soucier parce que si on laisse comme ça les plus grands dénigrer les plus petits, on va partir dans un monde où ça va être très compliqué pour les plus jeunes qui se sont déjà un petit peu... ça peut être difficile de rentrer au collège, au lycée, c'est toujours un moment difficile. Et si en plus de ça, ils subissent du cyberharcèlement, ça va être de plus en plus difficile. La contre-offensive du ministre, M. Di Palma, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avant ça, je voudrais préciser quand même que le mouvement anti-2010, il n'est pas né sur les réseaux, hein. Il est né dans les jeux vidéo, sur Fortnite. Ce sont les grands qui ont le droit de jouer à Fortnite, parce que c'est normalement réservé aux plus de 18 ans, qui étaient un peu déçus et dégoûtés de voir qu'il y avait beaucoup de gamins, de rageux comme ils les nomment, et on l'a vu dans le reportage juste avant, qui étaient inscrits sur ce jeu et qui infantilisaient le jeu. Et c'est parti de là. De plus, cet été, il y a eu un autre phénomène. C'est une chanson qui a été faite par une jeune fille qui est née en 2010, qui est Pop It Mania, qui a fait un gros carton sur YouTube, mais gros carton bad buzz, avec plein de pouces rouges, et qui a contribué aussi à ce phénomène de moquerie contre le groupe 2010. Et du coup, la réponse du ministre avec un bienvenue au 2010, ça suffit? Ou est-ce que le reste va beaucoup plus vite, quoi qu'il en soit, comme les fake news? Il faut le faire tous les ans parce qu'on avait déjà eu un phénomène l'année dernière. Les médias s'en étaient fait beaucoup moins le relais, mais les anti-2009, en fait, les nouveaux entrés en 6e avaient déjà subi des brimades collectives. C'est pas du cyberharcèlement qui est sur une personne, c'est quand même une discrimination plutôt sur un groupe. On avait déjà eu ce phénomène l'année dernière. Nous, on l'avait rencontré dans les collèges qu'on visitait dans le cadre de notre Tour de France. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient, les élèves, dans ces cas-là? Alors, c'est pas un phénomène aussi répandu que ce qu'on veut bien nous faire croire aussi, d'une part. Hein, le phénomène anti-2010 a pris une importance parce que les médias se sont emparés du sujet, l'ont fait connaître, et on a beaucoup de parents qui, à travers les médias, on en fait part à leurs enfants qui sont tombés des nues. Donc c'est pas un phénomène qui est aussi large et massif que ce qu'on peut penser. Il mérite qu'on s'en occupe quand même, hein, mais on contribue là, aujourd'hui aussi, à lui donner une importance qui n'est pas réelle. Alors j'évoquais Squid Game tout à l'heure, c'est la nouvelle tendance du moment. Les perdants en cours de récré écopent de si tu bouges, je te tue. Une violence directement inspirée d'une série coréenne diffusée par Netflix, interdite aux moins de 16 ans, où les personnages jouent à des jeux d'enfants et sont tués en cas d'échec. Comment des écoliers prennent-ils connaissance d'une série réservée aux plus de 16 ans? Et les parents? Alors souvent, je dirais que c'est plus les enfants qui... alors, c'est pas forcément remettre la faute des parents, uniquement la faute des parents. On sait que que ce soit les réseaux sociaux, Internet ou sur les plateformes de streaming, il y a des contrôles parentaux possibles, mais on est sur deux générations un peu différentes quand même, avec une nouvelle génération depuis les années 2000 ou même 95, début 90, qui maîtrise de plus en plus ces technologies parce qu'on est né ou ces générations sont nées avec, et des anciennes, alors si je peux appeler ça comme ça, les anciennes générations qui sont moins habituées à ces réseaux, qui les utilisent aussi beaucoup moins, donc ils savent moins ce qui s'y passe. Donc il y a une difficulté de contrôle, premièrement, et je pense qu'il y a aussi toute la difficulté d'échange et de discussion avec des thématiques qui ne sont pas forcément les mêmes.
entre un enfant qui est de la génération 2000 et puis un parent qui est de la génération 80, 70. Même s'il peut y avoir des thèmes en commun, il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes. Alors comment accompagner ça ? Je pense que c'est saisir les opportunités quand elles se présentent. En fait, c'est dans le vivre ensemble et aussi dans le partage qu'on peut avoir à la maison, que ce soit le repas par exemple. Ça peut être des temps d'échange. Les repas sont ultra importants à ce niveau-là. Ça par exemple, les repas, ce sont des temps sans écran ? Il faut aussi que les parents donnent l'exemple. Évidemment. Poser le téléphone. Évidemment, poser le téléphone. Malheureusement, peut-être éteindre la télé aussi. Et puis partager un temps ensemble en partageant aussi montrer par l'exemple. C'est comme ça qu'on apprend de manière principale, c'est de montrer qu'on peut être dans l'échange et qu'on présente aussi ce qu'on a fait de la journée, notre journée, comment ça s'est passé, et ensuite demander à l'enfant comment s'est passée sa journée, et puis lui donner vraiment un rôle actif, autant dans l'écoute que dans lui, le fait qu'il peut exprimer une idée. C'est pas parce qu'il exprime une idée qu'on est forcément d'accord avec lui, mais l'important c'est qu'il puisse l'exprimer. Et ensuite qu'on essaye de réfléchir collectivement, familialement, ensemble. Ça, c'est très important. Et de comprendre comment ça marche. Il faut quand même rappeler que le contrôle sur Netflix, comme sur d'autres plateformes, est très simple. C'est en 3 clics qu'on définit le profil de son enfant et qu'on l'autorise à regarder que des vidéos disponibles ou accessibles à partir de tel âge. Donc c'est pas très compliqué. Il faut en effet mettre un petit peu les mains dedans. Mais c'est le rôle du parent de s'inquiéter, de se préoccuper, de s'intéresser à la vie de son enfant hors ligne et en ligne. Parce qu'en fait, au bout du compte, c'est la vie. Ça reste une seule et même vie. Enzo, comment ça a commencé pour vous, les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, pour moi, ça a commencé quand j'étais en 6e, justement. À l'époque, du coup, j'étais très jeune. Du coup, premier réseau social, ça a été sur Snapchat, il y a 6 ans maintenant, à peu près. Ça a commencé juste comme ça, juste pour échanger en fait, sur les cours avec mes amis et pour s'aider dans le travail, etc. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à avoir Instagram, Twitter plus récemment. Twitter, c'est quand même plus pour les lycéens. Je trouve que c'est pas très accessible aux collégiens, puis ils n'ont pas forcément d'intérêt. Mais au fur et à mesure, on a de plus en plus de réseaux sociaux, mais toujours pas Facebook pour ma part. Enfin, si, mais vraiment très peu d'usage, en tout cas. On a compris. Facebook, c'est pour les seniors, entre guillemets, les seniors. Non, c'est aussi pour s'informer. Il y a des trucs très intéressants sur Facebook. C'est plus familial, en tout cas. Je trouve que l'appréhension du réseau est plus difficile. C'est moins compréhensible pour les plus jeunes, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de Squid Game ? Vous avez déjà eu des échos là-dessus ? On est relativement protégé dans la Vienne. On n'a pas encore de violence très forte. Je pense que les chefs d'établissement font quand même très, très attention à ça. Ils sont sensibilisés de toute façon par l'éducation nationale. Donc pour l'instant, croisons les doigts, on n'a pas encore de violence extrême. Alors je connais la série puisque je l'ai regardée. Effectivement, c'est quand même assez gore. C'est pas pour tout public, on est bien d'accord. Et évidemment, reproduire ce genre de choses, c'est du grand n'importe quoi. Malheureusement, les gamins, ils n'ont pas encore toutes les notions intellectuelles et toute la conscience qu'il faut pour appréhender ce genre de série. Mais on est bien d'accord, et ces messieurs l'ont dit très bien, c'est le rôle des parents. C'est à nous, parents, et à tout le monde de faire en sorte que nos enfants ne fassent pas ce genre de choses. Et je suis tout à fait d'accord avec monsieur pour le temps de partage sans écran pendant le repas. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça permet d'échanger et de leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il y a de belles valeurs quand même sur les réseaux de partage de solidarité, comme ce que vous avez développé. Alors au départ, c'était surtout les conseils pour le bac ? Les conseils pour le bac, c'est ça. Je suis parti d'un constat très simple, c'est que les lycéens, ils étaient complètement perdus avec la nouvelle réforme. Ils ne savaient pas où on allait, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Mais les informations, officiellement, elles étaient disponibles sur Internet, sur le site Légifrance, certes, mais elles étaient disponibles. Et je me suis dit, si les informations elles sont disponibles, autant les rendre accessibles à tous. Parce que moi, je suis très curieux, donc j'ai été chercher ces informations-là. Et du coup, j'ai résumé tout ça synthétiquement. J'ai fait des visuels assez sympas pour que ça donne envie à tous. Puis j'ai tout réuni dans un seul et même endroit sur Instagram pour que le jeune qui passe le plus de temps sur Instagram puisse avoir directement accès à tout ce qu'il a besoin, en réalité, c'est directement là où il passe le plus de temps. Puis après, ça s'est développé au fur et à mesure. Puis maintenant, je parle un petit peu aussi aux étudiants, tout en restant avec les lycéens, parce que c'est eux aussi le cœur de ceux qui ont le plus besoin. Alors, ces problèmes de harcèlement, de cyberharcèlement sont de plus en plus débattus dans le milieu scolaire. Ça peut être lors d'interventions de policiers, de gendarmes ou d'associations comme Génération Numérique. Et il y a aussi les élèves ambassadeurs, exemple avec cet atelier d'avant-confinement dans l'académie de Poitiers. Partager ses amis mais pas son corps. Mon intimité, c'est 100% privé. Bouge qui fait ça avec nous contre le sexting détourné.
Des slogans efficaces. Ces 24 lycéens sont des ambassadeurs contre le cyberharcèlement, un phénomène qu'ils voient se développer de plus en plus dans leurs établissements scolaires. La personne n'était pas loin du suicide. Elle a réussi à être sauvée à temps, à force d'être harcelée par Internet, par les réseaux. Il y a un jeune de ma classe qui était harcelé en dehors du lycée. Et il est venu me voir en me disant que ce soir, en sortant du collège, les gens l'attendaient. Puis moi, je suis sorti avec lui pour le ramener au bus pour pas qu'il se passe quoi que ce soit. En cette journée nationale contre le harcèlement scolaire, ces jeunes issus des 4 départements du Poitou-Charentes travaillent sur le sexting non consenti. Explication. C'est par exemple quand on envoie des photos de nous un peu dénudés et que la personne fait partager les photos sur les réseaux sociaux ou à ses amis, etc. Après une après-midi de réflexion, place à la présentation des projets. La pratique du sexting non consenti est considérée comme du harcèlement. Elle peut donc être punie par la loi. Dans le cadre du harcèlement, s'il est si difficile à détecter, c'est très souvent qu'il est invisible pour les adultes. Alors que globalement, les lycéens entre eux sont au courant de tout et voient tout. Et donc il nous fallait absolument l'appui des élèves. C'est finalement l'équipe de Cognac qui remporte ce hackathon avec son projet de vidéo choc. Les images seront diffusées dans l'ensemble de l'académie. En Poitou-Charentes, 162 cas de harcèlement scolaire ont été signalés l'année dernière. On sous-estime encore trop, peut-être, la facilité d'accès à la pornographie, Monsieur Monory ? Complètement. Alors, le sexting, au départ, c'est juste un acte, entre guillemets, consenti, puisque c'est un échange de photos entre deux jeunes, on va dire. On appelle ça d'ailleurs de la textopornographie. Et on a tendance à angliciser les termes, mais c'est de la textopornographie. Et c'est à partir du moment où, effectivement, ces images sortent du contexte intime que là, ça devient effectivement du harcèlement. En tout cas, ça commence ici, et du cyberharcèlement, de fait. Et là, du coup, on tombe sous le coup de la loi. Il y a une loi qui a, entre guillemets, dépénalisé de août 2018, si mes souvenirs sont bons, l'échange entre des mineurs de 15 ans, de plus de 15 ans, où là, on ne tombe pas sous le coup de la loi, tant que c'est consenti, mais au-delà, de toute façon, en dessous de 15 ans, bien évidemment, et puis à partir du moment où c'est partagé avec d'autres personnes, on tombe sous le coup de la loi, tout à fait. Vous l'observez, vous aussi, ce côté du rajeunissement de l'accès à la pornographie ? Bien sûr, l'accès à la pornographie, ça se perçoit, que ce soit au milieu scolaire. Je pense que tout ce qui est infirmière scolaire, vraiment les personnes, peut-être aussi les enseignants, ça, j'ai peu d'infos là-dessus, mais au moins tous les professionnels de santé ou du milieu éducatif qui travaillent avec des jeunes se perçoivent en fait que la question de la sexualité, mais souvent cliché, donc la pornographie avec tous ses codes, puisque ça reste du cinéma, est abordée, pas abordée, mais vue et visualisée de plus en plus tôt par les jeunes. Et on voit ça, des jeunes qui ont même 6-7 ans, qui, du fait de l'accès avec l'Internet ultramobile, avec les téléphones et les tablettes, etc., peuvent avoir accès à beaucoup de choses, et même des choses qu'ils ne maîtrisent peu ou ne maîtrisent pas. Qu'est-ce que ça crée, ça, pour eux ? En termes de sexualité, en fait, c'est que ils vont se construire une sexualité sur un mode de la sexualité pornographique qui partage très peu de codes avec la sexualité réelle. Ce qui fait qu'en fait, ils vont avoir une méconnaissance sur leur propre sexualité aussi, ce qui peut en fait amener souvent à des dérapages, bien plus souvent par méconnaissance que par réelle intention soit de faire mal ou soit de faire une action spécifique. Il y a une forme d'éducation à faire pour les parents, du coup. Mais même pour les enfants, justement, parce que le point est très important, c'est de leur apprendre que c'est de la fiction. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et donc, dans le cadre de l'accès très facile sur Internet à la pornographie, c'est imbloquable. On ne peut pas bloquer. L'Angleterre a essayé l'année dernière, ils ont fait machine arrière, c'est pas possible. On ne peut pas vérifier l'âge. Donc, on est dans une usine à gaz technique qui empêche l'accès à la pornographie. Donc, vaut mieux qu'on soit conscient en tant que parents que nos enfants peuvent avoir très rapidement accès à de la pornographie et de leur faire, de les accompagner en leur expliquant que reste la question du corps, de l'estime de soi, du consentement, et que c'est pas parce qu'on dit oui une fois qu'on dit oui tout le temps, et quand on dit non, ça veut dire non, qu'on n'est pas obligé de reproduire des pratiques collectives qu'on peut voir dans des films pornographiques ou des scènes pornographiques disponibles sur Internet, et qu'on fait des choses qu'on a envie, sans la pression du groupe, sans la pression du modèle. Donc en fait,
Les parents doivent prendre leur courage à deux mains. Je me souviens d'une vieille publicité qui disait « Papa, comment on fait les bébés ? Tiens, ça c'est du lait ». Ce qui montre bien la gêne familiale de traiter de ce sujet. Mais là, c'est vraiment important qu'on puisse accompagner les enfants en leur disant « Écoute, globalement, ce que tu vas voir sur Internet, tout n'est pas vrai. Et il y a des choses qui ne sont pas de ton âge. Et il y a des choses qui peuvent te choquer et qui vont le choquer. Faut quand même rappeler qu'il y a plus d'un enfant sur 2 de 10 ans qui a déjà eu accès à ces contenus pornographiques. Enzo, vous avez eu des expériences précoces, entre guillemets, de vision d'images Moi, j'ai toujours été très très protégé par mes parents et même par moi-même. C'est-à-dire que j'ai tendance à me bloquer moi-même à certains types de contenus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accès à la pornographie est rendu beaucoup plus simple. C'est-à-dire que même sur Instagram, tous les jours, on peut recevoir des messages de certains bots qu'on appelle qui vont nous proposer des contenus pornographiques. Et peu importe notre âge et peu importe ce qu'il soit au lycée, au collège et même sur TikTok, on suffit de défiler dans notre fil d'actualité et on peut tomber sur des vidéos qui peuvent être choquantes si on tombe dessus à 8, 9 ans, 10 ans, même 13 ans. Il n'y a pas d'âge pour être choqué par la pornographie. Et je trouve que les réseaux sociaux devraient aussi venir limiter, bloquer, censurer certains contenus parce que des fois on tombe sur des trucs. Même moi, aujourd'hui à 18 ans, je me dis comment on peut laisser ça en libre accès à des jeunes qui sont là et qui veulent juste se divertir et ils tombent sur des vidéos qui peuvent les choquer à vie malheureusement. On va rappeler quand même les âges définis par les plateformes, les réseaux, parce qu'il y a des âges limites définis. C'est 13 ans la plupart du temps, 16 ans pour WhatsApp, et le fondateur de Facebook voulait lancer un Instagram pour les moins de 10 ans, un projet mis en attente aujourd'hui. Ça manque, ça aujourd'hui, il n'y a pas de police des réseaux? Il y a une veille, il y a une surveillance des réseaux, bien évidemment. Mais il ne faut pas la police eux-mêmes, en tout cas. Non, mais puis on surveille... Non, on a le RGPD. Voilà. Le RGPD, En de 2018, il a institué la majorité numérique à 15 ans. Il est interdit sur les plateformes de s'inscrire avant 13 ans. Ça vient d'une loi américaine qui interdit aux plateformes qui sont à l'origine, pour la plupart américaines, le traitement de données personnelles pour les personnes de moins de 13 ans. Donc ils ont calqué leur CGU, leurs règles de la communauté, sur cet âge minimal. Après, on a le RGPD qui explique qu'en France, on peut s'inscrire entre 13 et 15 avec le consentement des parents, et après 15 ans, seul, en toute autonomie. Après, c'est la difficulté de vérifier l'âge. Est-ce qu'on donne la possibilité à ces plateformes d'accéder à nos documents d'identité pour vérifier notre âge? Ça ouvre d'autres problèmes. La CNIL a rebondi il y a une semaine dessus, sur Twitter d'ailleurs, je crois, notamment. Et parfois, la fragilité face au cyberharcèlement amène, hélas, au suicide. Après la mort brutale de sa fille le 1er mai dernier, une mère de famille girondine a décidé de se mobiliser. Voyez son témoignage poignant recueilli par Gladys Quadra et Sébastien Delalot. On était invités à dîner. Et puis quand on est rentré, il était 1h30 du matin et on a découvert Juliette. Voilà. Et ce qui m'a frappée en fait tout de suite, c'est que elle avait laissé son téléphone, excusez-moi, de manière très méthodique, pas comme d'habitude. Elle avait posé son téléphone à côté la prise de son chargeur et le fil du chargeur bien rangé. C'était très cadré. Tout de suite, je me suis dit, je sais qu'elle n'a pas laissé ça comme ça, par hasard. La police a récupéré ce téléphone, a récupéré son ordinateur. Bon, l'enquête a pour l'instant, c'est une certitude, mis en évidence du harcèlement. Elle avait plus de 50 000 abonnés sur son compte Instagram. Alors le fait aussi d'être, entre guillemets, populaire sur les réseaux, elle cherchait, je pense, une certaine reconnaissance et finalement une forme d'amour. Elle a cru trouver quelque chose dans ses réseaux sociaux et ça l'a détruit. Elle a rencontré des gens super, mais elle a aussi rencontré des gens qui n'ont pas de respect, qui derrière un écran de téléphone ou d'ordinateur balancent des trucs qui font mal. Ce harcèlement, aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas à la porte du collège, il rentre avec vous à la maison, et c'est sans arrêt, sans arrêt. J'ai envie de dire à un gamin, mets-toi une seconde
à la place de la personne à qui tu écris ça. Et le jour de la rentrée, ça a été très dur. Enfin, déjà, les semaines qui ont précédé, c'était dur parce que je sentais cette échéance de la rentrée qui allait arriver. Et je savais que moi, ma fille, elle ne ferait pas cette rentrée. J'ai vraiment envie de rentrer dans un combat, parce que dans mon esprit, c'est un combat, contre ce cyberharcèlement, contre le harcèlement. Je veux que le départ de ma fille ne serve pas à rien. Voilà, c'est vraiment... je veux qu'on... Si je peux, voilà. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si on peut sauver quelques gamins, ça sera super. Mais c'est ce qu'elle aurait voulu, j'en suis sûre. Il y a beaucoup de paroles fortes dans ce témoignage. Avant d'en débattre de nouveau, je voudrais qu'on revienne sur la puissance de ces réseaux. Pourquoi il y a une telle désinhibition dans ce qu'on peut dire ? Alors déjà, il y a le phénomène de distance, en fait. Il y a l'écran, on n'est pas dans du réel, on est dans du virtuel, avec aussi des identités qui ne sont pas forcément les identités réelles. On a l'impression qu'on peut se cacher derrière ça. Et puis on n'est pas dans de l'action. Alors il y a ce double mouvement. Le premier mouvement qui est ce que je viens d'expliquer, le fait qu'on n'est pas dans du réel, et qui permet de mettre à distance les choses. Et on a l'impression qu'il ne va pas y avoir de conséquences ni pour soi, ni pour les autres, ou alors on ne le voit pas. On n'a pas du tout, on voit les interactions qu'il peut y avoir, que ce soit dans les jeux vidéo en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus spontané aussi. Et le deuxième mouvement, c'est cette spontanéité qu'on retrouve dans beaucoup de commentaires ou sur beaucoup de réseaux. On dit directement ce qu'on pense. Et en fait, on est dans de l'émotionnel. On n'est pas dans de la réflexif. Et en fait, tous, chacun, quand on commente directement, on est essentiellement dans l'émotionnel et on n'a pas forcément une pensée qui est soit objective ou même subjective, qui n'est pas forcément réfléchie. On va donner directement ce que l'on pense. Et désolé pour le terme, mais souvent, les premières pensées, c'est pas les bonnes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire quelque chose, mais c'est intéressant de pouvoir se poser des mots à soi, réfléchir un peu, c'est un peu comme tourner cette fois la langue dans sa bouche. Ça revient un peu plus ça. à froid, quoi. C'est ça, exactement. Et les réseaux sociaux permettent peu ça. Oui. Et on est face à des personnes qui, comme cette jeune fille, peut-être cultivent une forme de narcissisme. Et alors là... Alors ça, c'est la problématique c'est pas une problématique dans le sens plus médical du terme, parce qu'on est tous confrontés à ça, les adolescents. C'est la période où justement le groupe de pairs, donc c'est ceux qui sont comme nous, donc qui ont à peu près le même âge que nous. C'est là où on sort un peu de la famille et on a envie d'exister à travers notre groupe de pairs et d'être intégré dans chercher le compliment. Exactement, et être reconnu. C'est ça, c'est vraiment cette volonté de reconnaissance, ce que permet exactement les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, etc. Quand on a un nombre d'abonnés, on a l'impression d'exister parce qu'on est reconnu par plus, là c'est un peu la question du chiffre, plus on a de personnes qui nous suivent, plus on a l'impression d'exister et d'avoir de la valeur aux yeux de beaucoup de personnes. Limite d'être un peu une star, c'est un peu ce phénomène-là, mais il y a le contre-coup qui est bien expliqué par cette maman, qui est qu'en fait après il y a beaucoup de choses à gérer, et quand on est adolescent on a déjà énormément de choses à gérer. Il y a des transformations physiques, psychiques, de relations, et tout ça avec des choses qu'on maîtrise peu et qu'on apprend petit à petit à maîtriser, mais il faut du temps pour ça, et la vie c'est pas un long feu tranquille, il y a forcément des hauts et des bas. Il y a des moments où on va moins bien, il y a des moments où on va mieux. Et quand on va mieux, gérer en fait les tensions, les conflits qui existent pour tout un chacun, ça peut paraître facile. Quand il y a des bas, ça peut être plus compliqué. Et quand on n'a pas quand on a l'impression que beaucoup de personnes sont contre nous, quand on reçoit, je ne sais pas combien ça peut être, mais des cascades de messages, des centaines, voire peut-être des milliers de temps en temps. En fait, 1 ou 2 messages, on se dit oui, c'est un abruti, c'est pas grave, j'en ferai pas de cas. Quand on en reçoit 300, on commence à se remettre un peu sûrement en question avec est-ce que ce qui est dit... est-ce que ce serait pas vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Et on commence à développer, comme vous le disiez très, très justement, au niveau de l'image de soi, ça commence à être compliqué. Et c'est à l'adolescence, notamment, mais à l'adulte également, mais c'est surtout à l'adolescence qui est crucial, parce qu'on se construit là-dessus. C'est d'autant plus dramatique. Monsieur Monory. On a vu des adultes se désinscrire des réseaux sociaux en disant « je ne peux plus gérer ce flot de haine, de malveillance ». Alors imaginons un adolescent ou une adolescente qui n'a pas le cuir épais et qui n'est pas encore forgé. Résister à ce flot, c'est d'autant plus difficile. Donc, alors il y a une chose sur laquelle je ne peux pas vous laisser dire, c'est du virtuel. Parce qu'en fait, il y a de l'interaction quand même entre au moins deux personnes. Donc on reste dans le réel
avec un écran interposé. C'est ça. Voilà, maintenant je vois bien. Mais en fait, je crois que médiatiquement, on a fait une erreur depuis une quinzaine d'années d'opposer le monde réel et le monde virtuel, ce qui a fait que les enfants, les ados et même les adultes se sont dit ce qui se passe sur Internet, c'est un truc, et ce qui se passe dans la vie, c'est autre chose, alors que c'est totalement interconnecté, et que le harcèlement se prolonge sur les réseaux, il devient du cyberharcèlement, mais il n'y a pas l'un sans l'autre, et l'un se nourrit de l'autre. Et puis les sentiments que reçoivent les adolescents, ils les vivent, ils les ressentent, et justement... Ils sont en pleine construction. Donc forcément pour eux recevoir de pleine face toute cette violence, parce que la violence verbale elle est écrite, mais on la ressent comme si on la prenait directement en face à face. Et enfin pour eux c'est extrêmement violent. Ils ont beaucoup de mal effectivement ils se construisent, ils ont besoin d'avoir une bonne image d'eux. L'image de soi, c'est super important. Donc forcément, dès que ça commence à se dégrader, ils n'arrivent plus à gérer. Et quand on ne gère plus, on se sent mal, on tombe dans une dépression. Et puis malheureusement, la dépression peut conduire à des conduites suicidaires. Vous nous disiez pendant ce reportage que vous avez eu l'occasion de détecter un cas. Alors j'en ai détecté malheureusement quelques-uns, mais... il y a quelques temps, effectivement, alors là, dans une intervention que je faisais dans un collège, un gamin que j'ai senti comme étant très très mal dans sa peau, et on a bien échangé, et le soir même, il s'est totalement effondré devant ses parents qui sont tombés des nues, parce qu'il était harcelé depuis déjà plusieurs années, par quelqu'un qui était, qui faisait presque partie de la famille, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui était reçu par ses parents et le copain. Voilà, une copine. La copine. Une copine. Donc il était harcelé. C'est un garçon qui était harcelé par une jeune fille et voilà, il était en très très grande souffrance. Et le processus qui est venu après, et je pense que Monsieur le connaît parfaitement, c'est que une fois qu'on s'est livré, on tombe dans une dépression et après vient le phénomène de la reconstruction. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Et Dieu merci, il s'en est sorti et il va très bien maintenant. Pour la victime, qu'est-ce qui fait que d'un coup, c'est trop énorme de parler ? Je pense que c'est la honte, tout simplement. En fait, les gamins ont honte de leurs sentiments, de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc ils sont perdus, en fait, tout simplement. Hein. Ils ont honte d'avouer qu'ils souffrent, tout simplement. Et cette honte, ça les empêche de parler, alors que le plus grand des courages, c'est d'oser en parler. Et c'est le message que je voudrais faire passer pendant que je suis parmi vous, c'est parler. Il y a plein de gens autour de vous qui sont là pour ça. Il faut oser en parler, parce que quand on se renferme sur soi, on souffre, et malheureusement, ça arrive à des drames. Enzo, vous le percevez, ce sentiment qu'ont eu beaucoup de jeunes de se sentir seuls ? Quand à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, même si on est quelqu'un de tout à fait banal, on est extrêmement seul. C'est-à-dire que on est démuni face à la situation et on n'a pas forcément de soutien, que ce soit familial ou même amical, parce qu'on se dit, ça se passe sur les réseaux, c'est à moi de gérer, c'est mon problème, c'est moi qui suis peut-être la cause, c'est moi qui suis visé, c'est moi qu'on atteint directement. Et du coup, on est extrêmement seul, parce qu'on a nos amis vont peut-être pas comprendre forcément, puis on n'a pas forcément envie d'aller en parler avec eux. C'est un petit peu, moi j'ai été harcelé, c'est un peu la honte. On va se dire, lui il a été harcelé, et du coup ça peut faire une boucle. On a des amis qui sont très bien et très bienveillants, qui comprennent tout à fait sur la situation, mais on est très très seul quand on est sur les réseaux sociaux. On peut donner l'impression qu'on est supporté par beaucoup de personnes, qu'on est soutenu, alors qu'au final, c'est nous qui sommes derrière notre téléphone et c'est nous qui recevons les messages. C'est pas la communauté, c'est pas les autres personnes. Et du coup, oui, il y a ce phénomène en fait où on va se renfermer sur nous-mêmes et on va tout garder à l'intérieur de nous. Puis à un moment, malheureusement, ça peut amener à des situations très compliquées. J'ai cet exemple d'une influenceuse très très célèbre qui a fait une seule vidéo et d'un coup a reçu des centaines de milliers de messages de haine. Et je me dis comment en fait un être humain peut recevoir autant de haine et réussir à supporter ça sans se dire c'est de ma faute, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû changer. Et vouloir changer à cause de personnes, c'est là en fait là où est le problème du harcèlement. La difficulté de mettre à distance d'un seul coup. C'est ça, se mettre à distance des messages qu'on reçoit, se détacher de tout ce qu'on reçoit et se dire ça, c'est ce que pensent les gens, mais moi ce que je pense de moi, c'est bien au-dessus de tout ça, et ça en vaut plus la peine, et se dire que non, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme les gens me décrivent, je sais comment je suis, ça peut être très très difficile. Il y a parfois des gens qui lancent aussi des SOS sur les réseaux, il y a un côté paradoxal, ça se passe aussi par là parfois. Des fois, oui, il y a des jeunes qui arrivent à porter ce message en disant moi j'ai été harcelé par telle personne, j'ai besoin de votre aide, mais il faut que ce soit reconnu, il faut
faut que vous me souteniez parce que c'est un phénomène qu'il faut démontrer. Encore une C'est fois, aussi par les réseaux sociaux que les phénomènes MeToo, etc., ont trouvé une caisse de résonance médiatique finalement, par cette exposition-là. Le phénomène aussi où des influenceurs, des youtubeurs ont harcelé, des échanges sexuels avec des personnes et ont fait du chantage à ces personnes, a pu être révélé aussi grâce à Twitter notamment, où on a vu à un moment un gros phénomène de balance youtubeur où on voyait justement des jeunes qui témoignaient de ce harcèlement en ligne et de ce chantage fait par certains gros youtubeurs qui pensent être inatteignables. Alors justement, ce cyberharcèlement, ça peut aussi être de la manipulation exercée non pas entre ados, mais par des adultes. Là encore, les réseaux sociaux se révèlent des outils néfastes. Les prédateurs sexuels les utilisent pour piéger des mineurs. Voyez cet extrait de l'enquête menée sur ce thème par Antoine Morel et Marine Nadal. Celle que nous appellerons Justine se sentait protégée, bien à l'abri d'une mauvaise rencontre derrière son écran. Mais il y a 4 ans, alors qu'elle est encore mineure, en quelques clics, elle se retrouve à bord du véhicule d'un inconnu. Tout commence sur un forum de discussion, elle s'interroge sur la sexualité. Un participant lui répond. Justine précise qu'elle a 15 ans et demi. Eh bien, il y a des échanges de mails, il y a des échanges de photos ensuite, plus ou moins sinueuses, dénudées, sensuelles. Et ensuite, ça commence à faire des rencontres, non plus virtuelles mais réelles. Et c'est à ce moment-là que la machine est entre guillemets en marche. Justine prépare aujourd'hui avec son avocate le procès qui doit se tenir dans quelques mois. Bonjour. Son but, faire reconnaître par la justice une agression sexuelle de la part d'un individu d'une 50aine d'années, placé aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Alors. L'homme a échangé d'abord des mails, a reçu d'elle des photos intimes. Elle a accepté un premier rendez-vous. Imaginez-vous, vous êtes en plein milieu d'un centre commercial X ou Y ou dans une boutique et vous vous retrouvez face à lui et que vous pouvez rien dire, rien faire. Et que la seule solution que vous avez, c'est soit il envoie les photos sur internet de vous, soit vous y allez. Selon Justine, l'agression a eu lieu dans la voiture après un court trajet en périphérie. Pour son avocate, ce dossier est la preuve qu'un jeune n'est en rien protégé derrière son écran. Pourquoi on y va? Pourquoi on y va? Ça pue. On y va. On y va parce qu'encore une fois, on a créé des choses. On a la culpabilité aussi d'avoir déjà échangé avec quelqu'un dont on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais peut-être malgré tout, on a un espoir parce qu'on va mal, qu'il est quand même sympa et qu'il va m'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de vulnérabilité aussi chez eux. Au-delà du fait qu'ils ne soient pas matures, il y a beaucoup de vulnérabilité. Ah oui. À 20 ans, la jeune femme est toujours suivie par une psychologue et fait encore des crises de panique dans les transports en commun. Ça pue, mais on y va. Que vous disent les victimes, Monsieur Monory? Il y a ce sentiment d'être piégé? Bien évidemment, à partir du moment où alors, et puis vraiment dans du harcèlement, puisque là on tombe sous le coup de pédophiles, hein, tout simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est du chantage, ni plus ni moins. En fait, voilà, si tu viens pas, je diffuse tes photos. Donc effectivement, il y a ce sentiment, j'en reviens tout à l'heure à ce sentiment de honte, de peur. On sait qu'on risque quelque chose, mais on y va. On y va parce que de toute façon, on veut pas que ça se sache. Et si ça se sait, on va être encore plus mal. Donc on se dit, si j'y vais et qu'il a ce qu'il veut, peut-être que ça va s'arrêter. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On préfère le risque. On préfère le risque, souvent, malheureusement. Il y a un dispositif d'accueil spécifique des victimes à Poitiers? Alors, moi, au niveau accueil des victimes, c'est justement ma particularité du CRIAF, donc le centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, c'est qu'on s'occupe davantage des auteurs que des victimes, avec un centre d'écoute, avec cette particularité qui est, c'est la directrice, l'ancienne présidente de la Fédération française des CRIAF, qui en parlait très bien, qui est pour s'occuper de la problématique des violences sexuelles, il faut s'occuper autant des auteurs que des victimes, parce qu'en criminologie, c'est ce qu'on voit très bien, c'est que pour qu'il y ait un acte, peu importe lequel, il faut qu'il y ait un auteur, une victime et une situation. Ça, alors, bien entendu, ça n'incrimine absolument pas la victime, qui reste une victime, et ça n'excuse absolument pas l'auteur. L'intérêt, là, pour nous, en tant que thérapeute, c'est vraiment d'essayer de comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui a pu être mis en place, autant du côté de l'auteur que de la victime.
pour faire en sorte que, alors ça c'est le travail de la justice bien évidemment, et de tout ce qui est sécurité, qu'il n'y ait pas de récidive. Nous en tant que thérapeute, on essaye de prendre en charge les personnes qui peuvent nous être amenées ou qui demandent de l'aide. Et il y a bien entendu des victimes qui demandent de l'aide. Donc ça, il y a bien évidemment un centre de victimologie à Poitiers qui peut être très, très important. Il y a aussi tout ce qui est auteurs qui peuvent aussi être dans des situations, encore une fois, c'est absolument pas pour justifier, qui peuvent être Alors dans que vous des disent-ils, difficultés. ces auteurs? Alors, c'est... Il y a de multiples raisons, bien sûr. Oui, il y a de multiples raisons. C'est toujours compliqué avec ce sujet. C'est qu'on est dans un des deux grands tabous de nos sociétés. Avec, il y a le suicide d'un côté et la sexualité de l'autre. Quand on parle d'auteurs, on a toutes ces représentations, et des représentations sociales très lourdes. Vous voyez, comme on parle des auteurs de violences sexuelles dans les médias, c'est l'ogre des Ardennes pour Fourniret, c'est où il y a l'affaire Weinstein, etc., qui ont toutes des représentations qui sont un peu malsaines, libidineux, qui passent à l'acte parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs pulsions. On voit en fait que la grande majorité des auteurs de violences sexuelles, c'est absolument pas pour les défendre encore une fois, sont dans d'autres problématiques qui sont ultra complexes. Il n'y a pas de thérapie spécifique si, mais cliché, ou une entité particulière. C'est une multiple identité, il faut s'intéresser à l'histoire complète de l'individu. Et encore une fois, ce qui peut marcher très bien, autant pour les victimes que pour les auteurs, c'est la prévention. Et prévention le plus tôt possible. Parler de sexualité, par exemple, c'est de l'affaire, comme vous le disiez tout à l'heure, des parents, bien entendu. Je pense, alors ça c'est un grand débat, mais je pense personnellement que l'école aussi a un rôle à jouer, qui est peu souvent mis en place. Alors c'est par de nombreuses difficultés, il ne faut pas jeter la pierre à qui que ce soit, c'est des solutions, c'est des problèmes complexes, donc c'est forcément des solutions complexes, il n'y a pas de solution simple à ce genre de problématique. Ça pour revenir que c'est de la prévention. C'est-à-dire que parler, en gros, pour résumer, le manque d'information amène à faire en sorte qu'il peut y avoir des drames plus ou moins importants. C'est l'information qui va aider, que ça soit en termes de sexualité, donner l'information aux plus jeunes et puis tout au cours de leur parcours jusqu'à leur âge adulte. Pour ça, il y a notamment la Maison des adolescents qui s'est ouverte à Poitiers, qui accueille les adolescents et qui n'a pas un but de soin, mais de les orienter soit dans l'information, soit les orienter vers le soin s'ils le souhaitent. Et en plus de ça, ça va être pour la sexualité, mais aussi pour les réseaux sociaux, on en parle depuis le début, c'est informer aussi les parents, comment ils peuvent être acteurs, parce que c'est remettre les gens acteurs de leur propre vie, et ne plus subir que ce soit des traumas, des violences ou des situations qui peuvent les mettre dans une situation de victime, une situation victimaire, qui peut avoir des conséquences graves, vous en parliez tout à l'heure, effectivement, avec de la dépression, qui peut amener ensuite vers des passages à l'acte suicidaire, et qui sont traumatiques autant pour l'individu, mais qui ensuite on va avoir des répercussions importantes sur la famille et puis sur les proches de ces personnes. Et en fait, on a l'impression qu'au bout d'un moment, c'est un cercle sans fin. Donc s'il y a un cercle vicieux quelque part, il y a forcément un cercle vertueux. Mais ça, il faut avoir les moyens, il faut pouvoir se donner les moyens. C'est pas qu'un seul service qui peut se les donner, c'est pour ça que le réseau est très important, entre la justice, la santé, la sécurité, l'éducation. Alors pour le volet éducation, Monsieur Di Palma, de quelle manière est-ce que Génération Numérique contribue à dédramatiser tous ces discours? Écoutez, en fait, en donnant des conseils et en prenant les choses en perspective, parce qu'en fait, on ne parle pas de choses qui sont totalement virtuelles. On parle de la vie des adolescents, de la vie des parents, de la vie des familles, et comment tout le monde interagit. Donc, en fait, par rapport à nos téléspectateurs, ils ont certainement, ils contribuent à éduquer leurs enfants, ils leur donnent des conseils de pas monter dans la voiture d'un inconnu à la sortie de l'école, de pas accepter n'importe qui en ami, et quand ils sortent au parc, au stade ou le soir, avec qui tu vas, où tu vas, vous allez faire quoi, pendant combien de temps, ce sont des questions qui sont totalement pertinentes pour leurs usages sur les réseaux sociaux, en jeux vidéo ou autres. Donc en fait, les questions ne sont pas très différentes, il faut juste rassurer les parents que c'est pas parce qu'ils y comprennent rien à TikTok, qu'ils n'ont pas de règles, qu'ils n'ont pas d'avis, de sagesse, de conseils à donner à leurs propres enfants. Et comme le disait tout à l'heure M. Williams, c'est des moments familiaux, ça peut être à table, sous couvert que les téléphones de tout le monde soient bien éteints, qu'on peut discuter de qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ta vie. De la même manière que les parents s'intéressent aux résultats scolaires, aux activités périscolaires, aux amitiés et aux amours de leurs enfants, on peut s'intéresser sur ces mêmes sujets, mais par l'entremise des réseaux sociaux, des jeux vidéo, bref, des écrans, parce que c'est un des moments de la vie des enfants. Et moi, je voudrais aussi leur donner comme conseil aux parents, pendant que je suis là, je voudrais en profiter, c'est on a souvent des conseils à donner aux élèves en leur disant
avant de publier une photo de toi ou une vidéo, est-ce que tu publierais dans la cour du collège, du lycée, cette même photo dans ton dos ? Ça peut te donner une idée de est-ce que tu es capable d'assumer ? Parce que tout à l'heure, on parlait tout à l'heure, c'était de se dire est-ce que je vais pouvoir porter la culpabilité, le doute, la faiblesse, d'avoir envoyé ça et d'être victime après coup. Donc, est-ce que tu es capable d'assumer d'envoyer telle ou telle photo ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi que les parents puissent prendre en conscience, c'est que c'est un vrai travail sur l'image et l'image de soi. Et le deuxième conseil, c'est... avant de répondre, on est sous le coup de l'émotion, ça a été abordé tout à l'heure aussi. Sur les réseaux sociaux, on répond du tac au tac, ça va très vite. Et de la même manière qu'il y a le vieil adage qui disait tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, moi j'ai transformé un peu ce conseil et c'est celui que je donne, c'est tourne ton pouce 7 fois avant de cliquer. Voilà, prendre un peu de temps. Dans un monde qui va très vite, dans des injonctions d'éphémères, pour pouvoir faire en sorte qu'on prenne un petit peu plus le contrôle et qu'on réfléchisse un petit peu pour adapter sa conduite, parce qu'il n'est là fait mention d'autre chose que de conduite et de comportement civique, citoyen, responsable, dans un environnement qui est certes plus tourné autour des écrans, mais qui en fait n'est que le monde. Monsieur Monory, quel discours est-ce que vous tenez aux parents quand ils découvrent tout ça? En fait, je pense que effectivement, l'éducation des enfants passe par aussi l'éducation des parents. Et très souvent, les parents sont largués. Voilà, les réseaux sociaux, pour eux, c'est abstrait, hormis Facebook quelquefois, pour certains. Mais pour le reste, voilà, il faut dire les choses. Ils sont complètement largués. TikTok, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent pas dans quel pays ça se trouve. Enfin, voilà. Mais après, on peut pas les blâmer. Mais par contre, on peut les éduquer. Et je pense qu'effectivement, le rôle en partie de l'éducation nationale, c'est peut-être pouvoir faire effectivement des réunions avec les parents et leur expliquer comment ça fonctionne, ce qu'ils peuvent mettre en place, parce qu'ils peuvent mettre les choses en place. Ils savent très bien que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans, en partie en tout cas. Ils le savent. Et pour autant, ils laissent faire. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc je pense que c'est vraiment les parents, ils ont un rôle à tenir, ils doivent le tenir. Parce que, mais ça passe aussi par leur éducation. Et c'est peut-être ce qui leur manque un petit peu. Enzo, quel conseil vous donneriez à des parents ? Alors pour donner un conseil aux parents, après je pense qu'il ne faut pas remettre la faute que sur les parents. Les parents, ils ont besoin d'éducation, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est quand même compliqué parce qu'ils n'ont pas grandi avec, comme moi j'ai pu grandir avec. Il y a une pression des enfants. C'est ça, il y a une pression des enfants. C'est-à-dire que si les parents n'autorisent pas tel réseau social à tel âge, le jeune va se dire tous mes copains l'ont, c'est pas sympa, quoi. Moi je l'ai pas. Et puis il peut rentrer, il peut se renfermer sur lui-même, essayer de l'installer par quelque autre moyen. Puis je pense que les enfants, en fait, aujourd'hui on est tellement éduqués sur le numérique que c'est hyper simple pour un jeune, dès qu'il a son téléphone, d'aller installer Insta, TikTok, etc., sans même en parler avec ses parents. Je pense qu'il faut vraiment amorcer une notion de dialogue entre l'enfant et ses parents le plus tôt possible pour que les parents et l'enfant soient d'accord sur qu'est-ce que l'enfant a le droit de faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi il ne faut pas faire ça, qu'est-ce qu'il faut discuter ensemble, quelle situation il faut qu'on aborde. Si tu vois telle chose sur les réseaux, il faut que tu viennes m'en parler, pourquoi. Enfin, il faut vraiment amorcer une discussion. Et pour moi, cette discussion doit se continuer, encore une fois, dans l'éducation et dans les écoles. Parce que les parents, certes, ont un rôle à jouer, mais l'école a aussi un rôle à jouer et devrait pouvoir mettre en place ce dialogue que les parents, des fois, peuvent avoir du mal à mettre en place. Alors, vous avez eu, en tant que lycéen, la visite d'intervenants comme monsieur auprès de vous. Qu'est-ce que vous en avez gardé ? Alors déjà, je trouve que cette visite est arrivée vachement tard, c'est-à-dire que nous, on l'a eu en terminale, donc quand on avait pour la majorité 17 ou 18 ans, et à ce moment-là de notre vie, on est quand même conscient des risques, des dangers. Certaines personnes le sont moins, mais aujourd'hui, on vit dans une génération où on a tellement d'informations qu'on sait ce qui se passe, on sait ce qui peut nous arriver si on est sur les réseaux sociaux, ce qu'il ne faut pas faire, les bonnes conduites, etc. Je pense que cette intervention elle devrait arriver beaucoup plus tôt, dès le collège, dès la 6e, la 5e. Peut-être si on avait eu cette intervention dès la 5e, on n'aurait pas eu ce phénomène anti-2010, par exemple. Après, c'est sûr, on n'a pas forcément les moyens partout de le faire, mais moi, ce que j'ai vraiment tiré de cette intervention, c'est que il ne faut pas publier n'importe quoi, il faut faire attention avec qui on parle, et il faut faire attention à qui peut voir notre contenu, parce que en soi, dès qu'on publie quelque chose, si on le publie dans un espace public, tout le monde peut y avoir accès. C'est-à-dire que si on n'est pas sur un compte privé ou sur quelque chose de plus ou moins privé, le post, la photo peut se retrouver n'importe où sur Internet, que ce soit en France, en Chine, on ne sait pas où la photo peut arriver. Quand on cherche un emploi,
Ça peut être Ça compliqué, peut c'est revenir. ça. Si vous permettez, parce que vas-y. du coup, Monsieur c'est Moulin. moi qui suis intervenu dans la classe de monsieur. Et effectivement, j'essaie de leur expliquer que dès lors qu'ils diffusent une image, elle ne leur appartient plus. Et ça, c'est quand même très important de savoir. En fait, l'image, elle devient, entre guillemets, publique. Ils n'ont plus du tout la maîtrise là-dessus. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent conscience de ça, que dès qu'on publie quelque chose, c'est terminé. On ne revient pas en arrière. C'est trop tard. Les hébergeurs, Facebook, Twitter et autres, peuvent utiliser les photos. On a donné les droits, les clés. C'est ça. En gros, vous leur donnez votre image, ils en font ce qu'ils en veulent. C'est un peu dommage. Donc il faut vraiment les sensibiliser à ça. Effectivement, je suis venu dans une classe de terminale. Alors là, on était plus sur, évidemment, ce qu'il faut faire, ne pas faire, mais aussi la responsabilité pénale qu'on peut avoir. Parce qu'elle est là aussi, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Rappelez-nous les peines encourues quand on divulgue l'image de quelqu'un d'autre, par exemple. 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende, ouais, quand même. Ça commence à faire. Et je ne vous parle pas des aggravations, bien évidemment, s'il y a de l'incitation au suicide, des choses comme ça, où les peines sont doublées. Il faut aussi y penser. Si vous me permettez, on approche du terme de cette émission. Je voudrais juste, pour conclure, afficher les numéros ressources en cas de problème de cyberharcèlement. Un numéro à bien garder en tête, violence numérique, c'est le 3018. Il fonctionne jusqu'à 20h et samedi inclus. Je voulais vous laisser la conclusion à vous. Quel conseil majeur à avoir en tête ? Alors, ça a été plutôt bien dit par l'ensemble des intervenants ici. Moi, les conseils que je donnerais, premièrement, c'est en termes de... Alors, pour l'éducation nationale, c'est ne pas avoir peur, ou pour les professionnels, d'un point de vue professionnel, ne pas avoir peur d'aborder les choses, de pouvoir parler librement. C'est quand on n'en parle pas qu'il y a des problèmes qui viennent. Deuxièmement, c'est pour l'interaction avec les adolescents ou aussi les plus jeunes. C'est aussi de se dire, pas forcément se mettre en position haute, mais leur laisser aussi la parole, parce qu'ils ont beaucoup d'informations, c'est leur vie, donc ils ont beaucoup de choses à en dire. Et si on est dans l'interaction avec eux, qu'on leur laisse la parole, mais dans quelque chose de cadré, et d'adulte, et de mature, normalement, ça devrait se passer mieux. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à notre invitation. Prochain Disputando mercredi soir prochain sur Noah. Rediffusion vendredi matin sur France 3. Prenez soin de vous.